Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être là avec nous ce matin. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un petit décalage dans mes slides. Et je vais mettre ça. Non, je le mettrai après en plein écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miguel Rothenberg, je suis concepteur de jeux. Je travaille depuis un moment avec la compagnie des Rêves Urbains. Mon métier consiste à accompagner des gens peut-être comme vous qui se lancent dans la conception de jeux, soit des personnes qui conçoivent leur jeu et qui ont besoin d'un appui ponctuel, soit des personnes qui ont l'intuition, qui ont envie de faire un jeu mais qui ne veulent pas du tout s'en occuper. Du coup, me confient leur projet. J'ai fondé Playtime il y a quelques années et depuis, plusieurs personnes ont rejoint cette aventure. Aujourd'hui, nous sommes un collectif de concepteurs, de graphistes, on a des animateurs, formateurs, on a un vidéaste aussi, et puis plus largement un réseau de fabricants qu'on côtoie et à qui on confie la fabrication des jeux qu'on conçoit. Et je suis sur Marseille. Aurélie, peut-être je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour, je suis Aurélie Cotet, je suis chef de projet en médiation culturelle à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'occupe plus particulièrement de la programmation à destination des enfants et des familles et également des expositions ateliers itinérantes que nous mettons en location et qui tournent du coup à travers le territoire. Voilà, et donc je suis en lien avec Miguel ce matin, support technique. Voilà, sympathique. Alors, un petit sommaire pour que vous ayez un horizon d'attente. On va essayer de partir de… Je vais vous proposer une définition du jeu très générale, qui est d'ailleurs de Gilles Bourgère, que vous aurez, j'espère, l'occasion d'entendre tout à l'heure, qui est Monsieur Jeu en France, c'est un chercheur à Paris Nord et qui réfléchit à ces questions-là depuis 40 ans. Par la suite, on va essayer d'aller voir un petit peu quelles sont les spécificités du jeu pédagogique en particulier. Et puis petit à petit, on va s'attaquer à des aspects plus opérationnels. On va aller plutôt dans le concrètement. On va sortir de la théorie pour aller voir ce que ça veut dire que de gamifier ou de ludifier, si on essaie de franciser le mot, des contenus. Et comment vous pouvez faire, si vous avez envie, pour créer vos propres jeux. Et on finira par un petit point méthodologique. Je reviens sur ma présentation et je vous montre le Patagone ludique, donc, qui a été fait par Gilles Bourgère. Alors, il faut le comprendre à la fois comme une définition et à la fois comme des points de repère. Lui-même, il l'a dit, il ne s'agit pas de tisser une frontière très nette entre ce qui relève du jeu et de ce qui ne relève pas du jeu, mais plutôt d'avoir des points de repère qui permettent de réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les pratiques qui vont être à la limite de ce qu'on peut appeler le jeu et pourquoi. Rapidement, le premier critère que Gilles Bourgère cite, c'est le second degré. Quand on joue, pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait du second degré. Autrement dit, tout le monde s'accorde sur le fait qu'on est en train de faire semblant. Que vous jouiez à être un ogre, un elfe, un urbaniste, un architecte, ou que sais-je encore, quand vous êtes dans le jeu, personne n'est du tout, le monde sait que ce n'est pas vous en vrai, que vous incarnez un personnage. Quand même il y a un minimum d'histoire dans le jeu, et c'est toujours le cas, un petit peu. Vous êtes en train d'incarner quelqu'un qui n'est pas vous. Et ça, tout le monde le sait, ça fait partie du contrat ludique. C'est pour cette raison que dans tout jeu, il y a une dimension de frivolité. Puisque vous incarnez quelqu'un d'autre, rien de grave ne peut vous arriver. On est assis autour d'une table la plupart du temps, et même si vous incarnez un chevalier au Moyen-Âge ou un brigand, probablement que vous allez, si vous faites un jeu de rôle grandeur nature, vous allez vous battre avec des épées en mousse. D'accord ? Le but du jeu, ce n'est pas d'incarner ces personnages pour de vrai, mais justement de les incarner pour de faux. C'est ce qui fait le propre du jeu, et c'est ce qui fait qu'on va s'engager dans l'activité ludique sans problème et sans crainte, puisqu'on en sortira sans aucune blessure.
C'est là que, par exemple, on peut questionner certaines pratiques, comme si vous prenez le poker, quand vous jouez avec vos copains ou vos copines avec des cacahuètes, on peut sans problème parler de jeu. Quand vous pariez des milliers d'euros et que vous risquez de perdre votre maison et votre couple, ben là, la frivolité, elle n'y est plus trop, et on peut se questionner si c'est encore on peut se poser la question s'il s'agit encore du jeu. Troisièmement, dans un jeu, il y a de l'incertitude. Contrairement à d'autres pratiques, comme le ciné ou les théâtres, l'issue du jeu est incertaine et elle est changeante d'une partie à une autre. Si vous refaites un même jeu, ben, l'issue d'une partie par rapport à une autre, elle sera différente. Ou en tout cas, elle peut être différente, et souvent elle l'est. Et ça, c'est notamment dû au fait que les joueurs vont prendre des décisions. C'est la quatrième caractéristique que donne Jules Bourgère. Et ces décisions, le jeu ne peut pas les prévoir à l'avance. Et donc, de la combinaison de ces décisions et de ces choix que font les joueurs, va dépendre l'issue. Voilà, la décision étant une des caractéristiques essentielles du jeu. Vous avez d'autres pratiques dans lesquelles vous n'avez pas de décision, ou pratiquement pas. Si vous regardez un film, par exemple, vous êtes relativement passif. Au-delà du fait que l'issue est toujours la même, à part choisir d'arrêter de regarder ou de continuer à regarder, vous n'avez pas de prise sur ce qui se passe à l'écran. Enfin, vous avez des mécanismes de décision. Autrefois, Gilles Brugère parlait de règles, la règle du jeu. Ce n'est autre chose que les mécanismes de décision, ce qui va encadrer la façon dont vous allez pouvoir faire des décisions, quelles décisions vous avez le droit de prendre ou pas. Est-ce que vous avez le droit de déplacer un pion ou pas, ou jouer une carte, et à quel moment? Et tout ça, ça va encadrer la façon dont vous allez jouer, et ça va être aussi propre au jeu, y compris quand des enfants jouent à la dinette et qu'il n'y a pas de règles écrites, les règles sont implicites. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Et même si ces règles sont floues, sont fluctuantes, elles sont là quelque part. Elles encadrent la façon dont on va jouer. En général aussi, lié à ces mécanismes de décision, on a un but à atteindre qui peut être plus ou moins concret ou flou. Voilà, alors je ne peux pas vous demander si c'est assez frustrant là de savoir si vous êtes d'accord ou pas, ou qu'est-ce que ça vous évoque. Je peux peut-être prendre voilà, 2 minutes pour si vous avez des questions ou si ça vous évoque des choses, soit en allumant vos micros, soit sur le chat. Voilà, si vous avez des réactions, je suis preneur. Peut-être sur sur le bonjour. Bonjour. Le fait que le mot, justement, règle, vous parlez de règles, mais finalement, elles ne ressortent pas dans le Pentagone. Je dirais, le côté règle, moi, je pensais aussi au côté consigne, c'est-à-dire que le cadre, en fait, vous mettez dans le mécanisme de décision toutes ces choses, en fait, qui, pour jouer, il faut quand même savoir s'accorder sur quelque chose de commun entre joueurs. Voilà, on est bien sur le même sujet. Qu'est-ce qui vient quand même recadrer pour donner de l'espace après? C'est compris dans le mécanisme de décision? Ça ne s'appelle pas des règles ou des consignes? Alors, enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'est relativement large comme concept, cette idée de mécanisme de décision. Il y a les règles telles qu'elles peuvent être écrites dans un jeu de société. Vous parlez de quelque chose qui pourrait dépasser ce dont on parle, qui est un cadre qui peut être plus large. Un même jeu peut être joué en famille autour d'une table, ou dans un centre social, ou à l'école. Et effectivement, ce cadre en question va déterminer la façon dont on va jouer. Alors, les règles peuvent être les mêmes, mais les mécanismes de décision vont être interprétés d'une façon différente. Typiquement à l'école, les enfants, notamment dans le cas d'un jeu pédagogique, ils vont peut-être chercher à avoir la bonne réponse. Peut-être qu'ils vont se lâcher plus ou moins qu'à la maison, en fonction du rapport qu'ils ont avec ces espaces-là. Et ces ingrédients-là font partie, enfin, en tout cas, vont influencer la décision des joueurs. Mais on rentre dans des choses qui sont plus implicites. Donc, j'ai envie de dire, on est à la limite de ce qui rentre dans les mécanismes de décision, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que le cadre dans lequel le jeu va être joué va influencer la façon dont les joueurs vont prendre des décisions. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui, merci. Ok. Bon, si je n'ai pas d'autres questions, j'avance. On aura d'autres moments où je m'arrêterai de temps en temps pour qu'on puisse euh, discuter. Alors, je vais mettre, puisque j'ai plus trop. Vous avez une pause de WooClap pour l'instant. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, on va passer on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un jeu pédagogique par rapport à cette grande définition qu'on a donnée du jeu tout court, on va dire? La spécificité du jeu pédagogique, c'est que quand on dit jeu pédagogique, il y a forcément, quelque part derrière, de façon explicite ou implicite, un contenu. Un contenu qu'on a décidé de mettre sous cette forme-là particulière de jeu, très probablement dans l'idée que de cette façon, il allait être mieux intégré, compris que d'autres formes plus classiques comme un livre, une affiche, un poster, un PowerPoint ou autre chose. À partir du moment où on dit ça, on peut faire une distinction entre ce que moi j'appelle les jeux ludiques. Je vous ai mis une petite image, je ne sais pas si vous connaissez Seven Wonders, qui est un petit peu le jeu moderne de société français qui a grand succès depuis 10 ans. Dans Seven Wonders, vous avez un jeu dont le but n'est pas d'enseigner, d'apprendre, de transmettre, mais de divertir. C'est ça qui fait la spécificité de ce que j'appellerais ici les jeux de société et dans mon jargon ludique. La forme du jeu n'est là que dans le but ultime de divertir les personnes qui vont y jouer, contrairement à un jeu pédagogique dans lequel cette forme de jeu n'est là que comme un prétexte, comme un moyen pour aboutir à une autre fin, qui est une fin justement pédagogique de transmission, de médiation. Du coup, à partir du moment où on a dit ça, on peut se dire, au fond, est-ce qu'un jeu pédagogique n'est pas autre chose qu'une transformation d'un contenu qui pourrait se trouver ailleurs, dans des livres, dans des parchemins ou autres, sous des formes de jeux, alors des jeux modernes ou autres, ça peut être des formes plus ou moins complexes d'ailleurs, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas juste ça? Alors, je pose cette hypothèse et on va essayer de l'étayer. Une fois qu'on a dit ça, on peut essayer de se dire, bon, ben, concrètement, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de ce contenu et concrètement, comment on va pouvoir passer d'un contenu qu'on peut appeler froid, en tout cas statique, figé, qui aura vocation à être transmis de façon plus ou moins descendante par une personne qui le détient ou en tout cas qui a les clés d'accès, vers un autre support ludique qui se voudrait plus interactif et qui aurait des qualités qui lui permettraient de transmettre autrement, pas forcément mieux, mais de façon différente, les contenus en question. Alors, moi, je parle souvent de l'idée de découper ce contenu en unités de sens. Alors, ce n'est pas forcément facile à attraper, ce concept, parce que ça renvoie à des réalités très différentes. Si vous parlez, par exemple, d'architecture ou d'urbanisme, vous travaillez, par exemple, sur le patrimoine, comme je l'ai fait récemment pour ceux qui étaient là hier avec la ville de La Courneuve. L'unité de sens qu'on a prise, c'est l'archive. En l'occurrence, c'était notamment des bâtiments, mais pas que. Il y avait des voies de circulation. Il y avait un certain nombre d'unités qu'on est venu cueillir d'un ensemble de... En l'occurrence, notre parchemin à nous, c'était un livre qui avait été écrit par un doctorant il y a quelques années, où il y avait énormément de matière, d'informations sur le patrimoine historique et culturel de La Courneuve, et on est venu récupérer des petits bouts qu'on a découpés et qu'on a mis sur des cartes. Alors là je vous ai mis un puzzle. Cette image n'est pas à prendre au sens propre, mais plutôt figuré. Il s'agit ici de comprendre que parfois, ces unités de sens, justement, on va venir les découper d'un corpus et on va après éventuellement les mélanger. Et dans le jeu, il s'agira de reconstituer justement ces unités de sens qui ont été éparpillées et mises dans le désordre, on va dire. On verra après comment ça s'applique concrètement. Alors, est-ce que
Ah, je ne peux plus passer. Ah, voilà. Une autre façon de faire, mais qui est très proche, c'est de venir découper ces unités de sens et les mettre par exemple sur des cartes. Tout à l'heure, c'était des pièces de puzzle, mais ça pourrait être des cartes. L'exercice, il est proche et il reste relativement théorique. J'insiste, ce n'est pas à prendre au sens propre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple une carte, contrairement à une pièce de puzzle, ça n'a pas les mêmes propriétés. Une carte vous permettra, de par, comme je dis, sa nature propre, certaines mécaniques de jeu qui seront différentes de celles qui vont vous permettre des pièces de puzzle. En l'occurrence, la carte a la propriété de pouvoir tantôt cacher, tantôt révéler des informations, et ça va vous donner une myriade de possibilités, de mécaniques de jeu possibles et différentes. Alors là, je tire un petit peu le trait, pareil, ce n'est pas à prendre au sens propre, mais vous pouvez, dans votre corpus, dans celui qui est votre contenu, rajouter de l'aléa et du hasard. Alors, le dé étant l'archétype de la production d'informations aléatoires. Il y a d'autres façons de le faire, mais en fonction de quel est votre contenu et quels sont les enjeux qu'il y a derrière, vous allez avoir envie de mélanger ou d'ajouter à ce contenu des formes de hasard pour, par exemple, simuler, que sais-je, les aléas des décisions politiques dans une ville, le fait que vous estimez que, je ne sais pas moi, en lien avec un contenu qui est très concret, qui est un patrimoine, il y a des décisions politiques, par exemple, qui vont être pas toujours prises de la même façon et qui vont donner à ce patrimoine, il sera mis en valeur d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez avoir des mécanismes de hasard qui vous permettent de traduire, de révéler ces enjeux-là. Une fois que vous avez produit ces unités de sens, alors vous avez fait le choix de fabriquer des éléments de jeu. Et vous avez que des cartes, que des pièces de puzzle, que des dés où vous avez un peu de tout ça, et encore d'autres trucs, des plateaux, des pions, peu importe. Ce qui va venir lier tout ça, c'est ce qu'on appelle les mécaniques de jeu, qui sont de plusieurs sortes, qui sont plus ou moins simples ou complexes. Vous avez des jeux extrêmement simples avec une mécanique de jeu et des jeux plus complexes avec plusieurs mécaniques. Et ça va dépendre du niveau de précision que vous voulez avoir dans la traduction de ces contenus et du public auquel vous adressez et des enjeux aussi qu'il y a derrière en termes de médiation. Est-ce que vous voulez faire un cours très poussé sur un domaine particulier ou est-ce que vous voulez juste donner à voir quelques éléments pour donner envie d'aller plus loin? Du coup, je reviens à cette histoire de contenu qu'on va transformer en jeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous avez décidé que vous allez faire un jeu que, comme par magie, tout de suite, le contenu dont il est question va prendre des couleurs, va être brillant, va transfuser comme ça de façon simple, facile et magique vers les destinataires. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il s'agit dans ce que je vous ai montré, dans la façon dont vous allez décider quelles sont vos unités de sens, dans quels éléments vous allez les transformer et par quelle mécanique de jeu vous allez les lier. Il y a des choix à faire qui ne sont pas évidents. Il y a des mises en forme ludiques qui sont plus réussies que d'autres et qui sont plus pertinentes en fonction du contenu dont il est question et des enjeux qu'il y a derrière. Et ce qui arrive parfois, voire souvent, dans ce que je peux observer, c'est qu'on va opérer un exercice presque de juxtaposition. C'est-à-dire qu'on va choisir une forme ludique, disons à tout hasard jeu d'essai de famille, et on va venir apposer un contenu, quel qu'il soit, et souvent le résultat est un contenu qui est là, qui est présent, qui est écrit, qui est explicite, mais dont les joueurs n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de le consulter pour pouvoir jouer au jeu dont il est question. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ne le regardent pas et ne le lisent pas.
Et donc, il a beau être là, le contenu, mais il ne remplit pas sa fonction pédagogique, puisque les mécaniques de jeu qui ont été choisies ne sont pas adaptées pour le mettre en valeur. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous avez décidé que vous allez faire un jeu que ce jeu fonctionne et il est pertinent, il remplit ses fonctions. Je vous donne un exemple. Alors là, je fais un petit pas de côté. Vous connaissez peut-être ce jeu. Ce jeu s'appelle Magic, l'Assemblée. C'est un jeu qui a 30 ans. C'est le premier jeu de cartes moderne à grand succès. Ça fait, comme je vous dis, à peine 30 ans que des millions de joueurs parmi le monde, en une communauté qui se renouvelle, jouent avec des cartes. Il y a des dizaines de milliers de cartes qui ont été éditées. Donc, c'est un jeu vraiment à grand succès qui n'a aucune vocation pédagogique. Mais pour faire le parallèle, je vous ai entouré en rouge ce texte en italique, qui est ce qu'on appelle un texte d'ambiance. C'est ce qui équivaut au contenu dans un jeu ludique tel que je les ai définis tout à l'heure. C'est-à-dire que les guérisseurs dont il est question, vous n'avez absolument pas besoin de savoir qui sont-ils et quelle est leur histoire pour pouvoir jouer à Magic. Votre performance dans le jeu ne dépend pas du tout de la connaissance de l'histoire de ces guérisseurs en question. Pourtant, Hasbro, je crois qu'il détient maintenant les droits de Magic, s'emploie à continuer à maintenir cette histoire, cet environnement un petit peu historique, même si la plupart des joueurs s'en fichent complètement de ce truc-là. C'est ce qu'on voit, on voit ça souvent dans les jeux de société. Donc là, des jeux de société dans le commerce à vocation ludique, il y a la place de l'histoire dans le jeu, elle est plus ou moins importante. On va avoir des jeux dits plus ou moins immersifs, dans lesquels voilà, cette histoire prendra une place plus ou moins importante. Et très souvent, elle n'aura pas d'impact sur ce que les joueurs vont faire, voire pas d'impact du tout sur l'expérience de jeu qu'ils vont avoir. Et d'ailleurs, je fais encore un aparté qui est intéressant de remobiliser dans ce qui nous intéresse, nous. Depuis allez, 20 ans à peu près, peut-être un peu plus, il y a toute une grande discussion entre passionnés de jeu, entre des écoles supposées de jeux de société. On a ce qu'on appelait autrefois l'école américaine et l'école allemande de jeux de société. Maintenant, ça s'est complexifié, il y a des sous-catégories, mais ça suffit largement pour comprendre ce que je veux illustrer. Autrefois, on parlait d'écoles allemandes de jeux de société. Il se trouve que dans les années 90, il y a eu beaucoup de jeux de société allemands et des jeux de société américains. C'était un petit peu les seuls foyers de production de jeux de société. Aujourd'hui, ça s'est répandu un peu partout. Et on disait des jeux dits à l'allemande, qu'ils étaient des jeux avec des mécaniques de jeu très huilées, mais avec des thèmes plaqués. Autrement dit, dans un jeu à l'allemande, on aurait très bien pu changer le sujet, l'histoire dont il était question. Le jeu ne changerait pas du tout. C'était complètement anecdotique, l'histoire, et cosmétique, quelque part. En revanche, dans les jeux à l'américaine, on s'attachait plutôt on partait plutôt que d'une mécanique ou deux mécaniques de jeu, on parlait plutôt d'un thème et on essayait de le révéler. Du coup, on faisait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on allait chercher plutôt quelles étaient les mécaniques qui allaient pouvoir révéler au mieux le contenu, en l'occurrence l'histoire dont il était question. Et donc, il y a beaucoup de jeux de simulation autour de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été faits. Voilà. Et donc, en termes d'inspiration, on pourrait aller chercher beaucoup plus du côté de ces jeux à l'américaine pour voir un petit peu comment il faudrait s'y prendre en ce qui nous concerne. Alors, je reviendrai peut-être sur ces questions-là. Je voudrais maintenant vous faire un petit catalogue de mise en forme ludique avec quelques commentaires. Je vais peut-être faire une petite pause. C'est très stressant de parler tout seul devant son écran sans voir vos têtes. Je vais arrêter le partage, je vais mettre vos têtes et j'ouvre un petit espace de questions pour savoir où vous êtes et si ça fait sens tout ce que je vous raconte. Je vois 3 têtes déjà, c'est beaucoup plus... Le fil de discussion, Miguel, qui Ouais. était posé sur la coopération. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a plus de précision sur la question autour de la coopération ?
Non, c'était, je pense que c'est enfin, avant que tu démarres sur cette partie-là, Ouais. ça c'est un petit peu, voilà, c'est un Ok. petit peu Alors peut-être un petit pour parler de coopération, je vous fais peut-être un petit catalogue alors pas forcément un catalogue, mais dans la classification des mécaniques de jeu de société. On peut distinguer, alors là je vous parle de travaux que j'ai fait moi-même, il n'y a pas énormément de travaux qui étaient faits, de travaux académiques sur les mécaniques de jeux de société. Je peux vous passer, si ça intéresse certains, le mémoire que j'ai fait où je m'intéresse à cette question. Je ne suis pas le seul à être abouti à peu près aux mêmes conclusions, mais on n'est pas très nombreux. Les mécaniques de jeu, vous pouvez les ranger en 3 grandes catégories. Il y a les mécaniques qui relèvent de ce qu'on appellera les compétences des joueurs. Vous avez des jeux dits de rapidité ou d'observation comme le Jungle Speed. Vous avez des jeux de mémoire comme le Memory. Vous avez des jeux qui vont faire appel à des capacités intellectuelles ou psychomotrices. Et c'est ça qui va être le centre du jeu. Vous avez toute une série de mécaniques, c'est la catégorie la plus importante, qui vont renvoyer à des règles de jeu en particulier et à la façon dont ces règles vont déterminer ce que vous avez le droit de faire dans le jeu, la façon dont vous avez le droit de déplacer des pions, la façon dont vous avez le droit d'utiliser le plateau et de vous déplacer dessus, la façon dont on va gérer des cartes. Et donc, vous avez par exemple, vous pouvez parler d'un jeu de levée. La levée est une mécanique qui va prédéfinir tout ce qui est tarot, belote, tous ces jeux que vous connaissez. Ce sont des jeux de levée ou des jeux de semaille comme la Wallet, où vous allez prendre des éléments de jeu et vous allez les éparpiller dans le tableau, des jeux de prise comme les échecs ou les dames. Vous allez prendre des pièces et vous allez vous manger. Voilà. Et puis, vous avez toute une dernière catégorie qui vous renseigne des interactions que les joueurs vont pouvoir avoir entre eux. Et donc là, vous allez avoir des mécaniques dites de négociation, voire de diplomatie, et des sous-catégories comme la possibilité de faire des alliances, la possibilité ou pas de trahir la parole que vous avez donnée. Et au sein de cette catégorie-là, vous avez les jeux dits compétitifs et les jeux dits coopératifs. Alors, très simplement, vous pouvez distinguer entre ces 2 grandes catégories, des jeux coopératifs et des jeux compétitifs, voire vous pouvez aussi parler des jeux par équipe, où vous allez coopérer au sein d'une unité et être éventuellement en compétition avec une ou d'autres joueurs, d'autres équipes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a beaucoup, on me questionne beaucoup sur les jeux coopératifs. En tout cas, je ne sais pas quelle était la question précise qu'il y a derrière. Moi, je considère que les jeux coopératifs et la coopération en général dans le jeu est un ingrédient qui est très structurant dans les jeux comme un autre. À mon sens, il n'y a pas de valeur supérieure du jeu coopératif par rapport à d'autres. Je trouve qu'il il apporte des choses très intéressantes et toute une question de contexte. Et je reviens, il ne faut pas se dire je veux faire un jeu coopératif a priori. Il faut voir quel est le contenu et quels sont les enjeux que vous voulez mettre en jeu pour savoir si des mécaniques plutôt coopératives seront plus intéressantes que des mécaniques plutôt compétitives. Je ne sais pas si je réponds à la question qui a été posée. Alors, c'est moi qui ai posé la Ouais. question. En fait, c'était au moment où on évoquait le pentagone ludique et Ouais. je me demandais où vous les placiez, en fait, ces éléments-là de coopération. Mais voilà, après la discussion, elle a évolué. Et voilà, donc c'était une question un peu précédente. Ouais, disons que là, on parle de 2 choses quelque part différentes. C'est-à-dire que le pentagone ludique vous définit qu'est-ce qu'un jeu. Des jeux, il y en a de formes très différentes. Là, je m'intéresse plutôt à ce qui relève du jeu de société, qui est mon univers de référence. Le pentagone ludique, si vous voulez, prend en charge aussi bien des mécaniques de jeu coopératif que compétitives. Voilà, on discute plutôt de ça quand on s'intéresse aux mécaniques de jeu, à la façon dont le jeu va pouvoir évoluer et les personnes vont pouvoir interagir. Mais si vous voulez, c'est pris en charge par la définition d'une fourgère, si c'est ça votre question. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avance? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que j'avance plus vite, moins vite? Vous voulez des détails? Qui nous dit manquant 100?
On ne sait jamais comment interpréter le silence. Le micro ou à inscrire votre question dans le fil d'actualité, dans le fil de discussion. Ça va, on nous dit. On avance alors. Allez, je reviens là-dessus. Tac. Je remets plein écran. Alors, pourquoi je suis là? Ah, voilà. Donc, comme je vous disais, je vais vous faire un petit répertoire de mécaniques très simples que vous connaissez sûrement en les commentant un petit peu. J'en ai déjà un petit peu parlé, le jeu des 7 familles, ou cette mécanique qui est très connue. Elle a le très grand avantage d'être connue de tous, ou en tout cas, voilà, dès le plus jeune âge, les enfants ont l'occasion de jouer à des jeux de cette famille. Et du coup, à partir du moment où vous choisissez une mécanique de ce type, vous avez à peu près la certitude que, si ce n'est tous, la grande majorité des joueurs qui vont jouer au jeu que vous allez leur proposer, ben, elle est connue, et du coup, vous gagnez en organisation, en stress en début de partie, enfin, voilà, tout devient plus fluide. Ce que je constate, c'est très souvent dans ce que j'ai vu, voilà, c'est une mécanique qui est simple à employer parce que le jeu il est déjà tout fait. Mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on vient juxtaposer, comme je vous disais tout à l'heure, un contenu, puisqu'il n'est pas forcément évident de trouver des moyens de lier la mécanique de jeu qui consiste à faire des familles avec le contenu dont il sera éventuellement question. Et du coup, ce qu'on observe, c'est que très souvent, les joueurs ne lisent pas le contenu que vous avez pourtant mis devant leurs yeux, parce que tout ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils peuvent récupérer le garçon, le papy ou la mamie d'une famille orange. Et puis, ça s'arrête là. Donc, vous ratez parfois vos objectifs pédagogiques. Alors, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça, mais il y a peut-être moyen de trouver un truc un peu plus malin. Je vous parlais tout à l'heure d'unité de sens. Si je reprends mon histoire de ville de la Courneuve, on aurait pu, par exemple, imaginer, je dis ça un peu à tout hasard, j'improvise, je ne sais pas moi, un découpage, un premier découpage en quartier et un deuxième découpage en archives historiques. Et du coup, vous aurez des grands groupes qui sont les quartiers de la ville, et puis des sous-groupes qui sont les archives. Et du coup, vous n'aurez pas des familles, mais des quartiers, et vous n'aurez pas des mamans, papas, mamies, mais des archives. Donc, vous gardez la même mécanique, vous changez un petit peu la façon dont elle se présente, et vous pouvez même cacher un petit peu les choses, c'est que vous n'êtes pas obligé de nommer, de citer de façon très explicite les quartiers en question. Alors, ça dépend du public que vous avez en face, mais vous pourrez tout à fait trouver le moyen de laisser un petit peu les joueurs déduire quelles sont les archives qui se rapportent à un même quartier, on leur donne des indices peut-être, et du coup là vous avez quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'ils sont obligés, les joueurs d'un coup sont obligés de s'intéresser au contenu dont il est question pour pouvoir faire les liens entre les cartes, leur permettant de faire les familles qu'il leur faudra pour atteindre le but que vous leur donnez, à savoir faire des familles pour gagner la partie. Donc il y a peut-être moyen d'en faire de ce jeu de cette famille quelque chose un peu plus intéressant de ce que j'ai pu voir, et du coup mieux répondre à des objectifs pédagogiques que vous pouvez vous donner. Alors, deuxième exemple, le quiz. Pareil, ça c'est un format qui est extrêmement utilisé. Et d'ailleurs, souvent je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un jeu quand vous posez des questions? Moi, ça me fait plutôt penser à l'école, et c'est un petit peu l'écueil que je vois dans les quiz, c'est que c'est en général, c'est très scolaire, même si on va souvent mettre un plateau et on va lancer un dé, on va avancer, on tombe dans des cases qui renvoient à des familles de questions, et on va lire des questions. Alors, j'ai beaucoup lutté contre le quiz parce que je trouvais que ce n'était pas des vrais jeux. Je suis obligé d'admettre et de constater que
peut-être encore plus que les jeux de famille, c'est un format extrêmement connu, extrêmement rassurant, pas seulement pour les joueurs, éventuellement des enfants, mais aussi par les adultes, puisque le quiz vient vraiment comment dirais-je, rassurer l'enseignant, le médiateur, le parent, euh, puisque le contenu il est très explicite, on voit très bien où il est, on voit très bien quels sont par quels moyens je vais pouvoir vérifier si le contenu il est transmis ou pas. Donc voilà, ça a ces vertus-là. Et voilà, moi, les bémols que je mets concernant le quiz, c'est que en général, les joueurs ne sont pas dupes. Ça sent un petit peu l'école. Voilà, on va remettre les joueurs dans un contexte très proche du contexte scolaire. Et ça reste à vérifier. Je n'ai pas lu d'études là-dessus, mais je fais l'hypothèse que probablement ceux qui vont profiter le plus de ce type de format, c'est les joueurs qui sont scolairement bons, et probablement dans des contextes où justement on voudrait utiliser le jeu pour aller chercher ceux qui sont des moins bons élèves ou qui ont des rapports un peu controversés à l'école. Justement, on va essayer de, par le jeu, les ramener vers la connaissance. Probablement que le quiz, ce soit une fausse bonne idée, puisque ça va justement les mettre très, très explicitement face à est-ce que tu sais ou tu ne sais pas. Et bien, si je ne sais pas, je vais probablement remettre ma casquette, baisser le regard et attendre que ça passe. Donc voilà, à utiliser avec modération et en se posant bien la question du contexte dans lequel on va l'utiliser. Alors, le memory, pareil, c'est une forme de jeu qui est extrêmement connue, extrêmement simple aussi. Donc, pareil, vous n'avez pas de, comme je dis, de coup d'entrée. Automatiquement, vous êtes en train de jouer. Mais bon, en général, le corollaire de la simplicité, c'est qu'il est difficile d'être riche dans le contenu que vous allez pouvoir faire passer. Il se trouve que dans le memory, vous avez un moyen relativement simple d'enrichir un petit peu la proposition que vous faites. Si vous changez, typiquement, j'espère que vous voyez ma flèche, le champignon aplati rouge par un autre élément qui peut être un élément textuel, mais qui peut être une autre image, mais en tout cas qui n'est pas la même que celui-ci. Et justement, vous demandez aux joueurs de faire des liens entre deux tuiles ou deux cartes, plutôt que de tout simplement retrouver deux cartes qui sont les mêmes. Dans le memory classique, vous n'avez pas besoin de déployer des ressources intellectuelles très importantes. Vous avez des images qui sont les mêmes, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question de ce qu'elles représentent, d'à quoi elles renvoient, de ce qu'elles sont, vous les prenez et vous continuez à jouer. À partir du moment où vous faites ceci, vous obligez les joueurs à faire des liens entre ces images et du coup à se confronter au contenu dont il est question. Alors là, j'ai trouvé des champignons, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être des bâtiments, et ça pourrait être sur des descriptions des bâtiments, soit les années de construction de ces bâtiments, soit voilà, des tas d'autres trucs, avec des niveaux de complexité différents, en donnant à côté des supports pédagogiques éventuels qui permettent d'avoir les réponses. Mais en tout cas, voilà, pour jouer au jeu et pour atteindre des objectifs, mais je suis obligé de me confronter un peu plus concrètement au contenu dont il est question. Troisième exemple, ou quatrième peut-être, que je vous donne. Alors, ce sont les jeux de chronologie. Alors ça, c'est une marque Timeline qui est assez connue. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des tas de séries, il y a les inventions, il y a les découvertes, il y a je ne sais plus combien de séries ils ont faites, mais le principe est toujours le même. Vous avez des cartes. Au dos, vous avez une image et un titre, et au recto, vous avez exactement la même chose, mais avec une date en plus. Je suis désolé, l'image est très mauvaise. Et il s'agit d'ordonner de façon chronologique les cartes en question. Donc à tour de rôle, on va sans regarder la date, essayer de la placer sur la frise. Et une fois qu'on l'a fait, on va dévoiler la carte pour voir si elle est au bon emplacement. Et donc, ça marche notamment pour des unités de sens, comme je disais tout à l'heure, auxquelles vous pouvez affilier une date. Et du coup, ça vous permet de faire une chronologie. Ça peut marcher pour d'autres types de contenus et d'autres unités de sens que d'une façon ou d'une autre, vous pouvez ranger de façon linéaire et travailler autour d'un jeu sur
sur les tailles. Et donc, on avait l'atome d'un côté, la Terre de l'autre, et toutes les différentes tailles possibles. Donc, c'était un jeu. Le contenu en question, c'était les nanoparticules. Et du coup, ça permettait de mettre ces nanoparticules en rapport de ce qui était plus petit et de ce qui était plus grand, en ordonnant par ordre de taille ces cartes-là. Et donc là, vous n'avez pas à faire seulement des liens entre deux unités de sens, mais parfois entre plusieurs unités de sens, et je trouve que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez même envisager, et ça je l'ai peu vu, mais d'avoir plusieurs lignes. Donc vous avez des bâtiments, des événements historiques, vous pouvez faire, et du coup il y aurait des liens. Là dans cette ligne, dans cette gamme timeline, vous n'avez que des dates. Il y a une autre gamme qui s'appelle Chronie, où là vous avez du texte. Alors là pour le coup c'est une gamme qui se veut plutôt plus pédagogique, il y a plus de matière historique. Je trouve qu'il manque dans ces cartes-là des liens entre les cartes, justement pour pouvoir faire des déductions. Ce que je trouve super intéressant, parce que ça oblige vraiment le joueur à aller fouiller dans la matière qui lui est donnée, dans le contenu pédagogique qui lui est donné, pour trouver la réponse et remplir l'objectif qui lui est donné de placer correctement ses cartes. Alors, hop. Donc, en conclusion, et j'espère que vous l'avez compris, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de tableau de conversion qui vous dit à tel type de contenu, telle unité de sens, tels éléments de jeu et telle mécanique de jeu. Ça se travaille, on teste, on essaie des trucs, on s'inspire de ce qu'on a vu, on fait appel à des professionnels éventuellement. Voilà, c'est une aventure complexe, donc malheureusement, j'aurais pu prévoir ça, de savoir un petit peu qui vous êtes et en plus de vos attentes, où vous en êtes dans votre relation au jeu. On aura peut-être l'occasion d'en discuter, je l'espère. Voilà, en tout cas, c'est une aventure que je vous conseille à tous et à toutes d'un jour expérimenter, de vous lancer dans la création, mais bon, un peu en connaissance de cause. Donc, oui, Aurélie? Je te fais remonter du coup Ouais, une question. avec plaisir. Marc, vous n'avez pas forcément parlé du rôle de l'animateur, de l'animatrice, qui est selon moi très important dans le cadre du jeu pédagogique et permet de raccrocher les joueurs et joueuses au sens du jeu, si jamais cela dévie ou si les participants et participantes sont trop absorbés par l'envie de gagner ou de jouer. Cela nécessite que l'animateur ou l'animatrice ait une connaissance approfondie de la thématique abordée par le jeu. C'est Laura. Merci. Ouais, merci pour la question. Alors peut-être un petit point sur l'animation et le contexte en général. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Alors, il y a d'abord la question de savoir est-ce que le jeu qu'on va concevoir, qu'on va proposer, il va dépendre d'un contexte d'animation en particulier, où il peut être déployé dans des contextes très différents. En tout cas, je conseille souvent d'essayer de distinguer ce qui relève du jeu à proprement parler, même si c'est un jeu à vocation pédagogique, des contextes d'animation, pour décorréler ces deux questions-là. Je reprends l'exemple du jeu qu'on fait avec Michael de la Courneuve. On a fait clairement le choix de faire un jeu qui peut se jouer aussi bien en famille, sans une, comment dirais-je, sans avoir des attentes en termes de pédagogie très fortes, mais ça pourra jouer aussi bien en centre social, avec éventuellement un niveau d'exigence un peu plus important, voire même à l'école. Et là, on ira carrément fouiller un petit peu dans la matière qui est proposée par le jeu pour essayer d'aller plus loin. Concernant l'exploitation, à proprement parler, pédagogique des jeux, donc, d'une part, je distingue ce qui relève des règles de jeu et de tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, et ce qui sera un livret pédagogique avec des pistes d'exploitation qui peuvent être très diverses. C'est important de séparer ces deux choses-là, et c'est ce qui va vous permettre justement, c'est ce qui va permettre au jeu de s'adapter à des situations d'animation différentes. Un autre point de repère, c'est qu'il faut comprendre que la plupart du temps, le jeu n'a pas vocation, de façon explicite en tant que tel, dans le moment du jeu, de transmettre du contenu. Alors, ça dépend de comment il est conçu, de comment il est fait. Mais très souvent, ce que je préconise, c'est de
d'avoir des sessions de jeu qui sont où quelque part, on se débarrasse, ou en tout cas on met de côté la volonté d'avoir une acquisition de connaissances pendant le temps de jeu. On va essayer de faire ça peut-être un petit peu en amont, mais surtout en aval du jeu. On va venir capitaliser sur l'expérience de jeu pour pouvoir formaliser, revenir sur ce que les joueurs ont fait, sur ce qu'ils ont côtoyé comme information, apporter de nouvelles informations. Et là, évidemment que le rôle de l'animateur est essentiel et en fonction de qui est cette personne et le niveau de connaissance qu'il a sur le contenu, pour aller plus ou moins loin, répondre aux questions éventuelles qu'ont les joueurs. En tout cas, moi, la session idéale de jeu telle que moi je la conçois, c'est une session de jeu dans laquelle le joueur il est complètement immergé. Il n'est pas il n'est pas conscient qu'il est confronté à un contenu. Il le côtoie entre guillemets sans s'en rendre compte. Et une fois qu'on arrête le jeu, on en sort, on se pose, on dit qu'est-ce qui s'est passé. On fait ce qu'on appelle souvent une séance de débriefing. C'était fortement étudié. Je peux vous envoyer un ou deux documents en la matière qui vous permettent de préparer justement et d'aménager tout ce qui va venir autour du jeu et qui va permettre de se confronter plus explicitement aux connaissances qui étaient véhiculées par le jeu et les capitaliser. Et là, effectivement, je suis d'accord avec vous, le rôle de l'animateur est essentiel. Pendant la partie, l'animateur, moi je conçois l'animateur plutôt comme celui qui sera le garant des règles et aussi du fait que les joueurs restent dans le contrat qui est celui du contrat ludique, à savoir qu'ils restent assis, qu'ils n'entravent pas la tenue de la partie. Vous avez par exemple, vous pouvez avoir un écueil de joueurs qui, pour une raison ou une autre, ne rentrent pas dans la partie, soit parce que ça sent trop l'école et qu'ils sont un peu en opposition à ça et du coup ils ne veulent pas jouer le jeu, pour pas en parler, soit parce que le jeu il est trop complexe et du coup plutôt que de dire je suis désolé je ne comprends pas et au bout d'un moment ils n'ont plus envie de faire l'effort et du coup ils vont venir boycotter la partie. Et là, du coup, l'animateur va avoir le rôle de soit le prendre par la main, essayer de le ramener dans le jeu et lui montrer que ce n'est pas si compliqué qu'il le pensait, soit trouver un moyen de ne pas pénaliser les autres joueurs. J'en parle plutôt dans l'autre atelier que je fais tout à l'heure, de comment justement comment on va venir retravailler un jeu pour s'assurer que qu'il est le plus accessible possible et qu'on a le moins de casse, si vous me permettez l'expression, à l'entrée, ou en tout cas que ce ticket d'entrée, comme je l'appelle, il est le moins cher possible et que je vais avoir le moins de pertes et très rapidement, je vais amener les joueurs à être dans cet état d'immersion totale dans le jeu qui va nous permettre d'avoir une partie qui se déroule de façon tout à fait normale et après pouvoir capitaliser les informations dont il était question. Je ne sais pas si je réponds à la question et à la remarque qui a été faite. N'hésitez pas à continuer à commenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde l'heure en même temps. Il nous reste 25 minutes. On est dans les temps. On peut se prendre un tout petit peu de temps pour d'autres questions, si vous en avez. Je continue? Allez, c'est très perturbant de ne pas avoir de visage qui disent oui ou non. Je continue. Alors, on continue dans ce chemin qui nous emmène vers quelque chose de plus en plus concret. Concrètement, comment on fait? Je ne sais pas où vous en êtes, je n'ai pas pu vous poser la question d'est-ce que vous avez des velléités de création, est-ce que vous êtes en train de créer des jeux, est-ce que vous avez déjà créé des jeux, mais en tout cas, si vous êtes en train de vous lancer, ou si vous allez vous lancer, ou si un jour vous vous lancez, la première chose à faire, c'est de regarder si ce que vous voulez créer déjà n'existe pas déjà. Alors, ça ne vous empêche pas de réinventer la poudre quand même, c'est ce que je fais souvent, parce que j'adore ça, mais en tout cas, sachez que vous partez sur un processus long, donc si vous avez des besoins pédagogiques dans votre activité, avoir des choses qui existent déjà, ça peut être très pratique. Pour ça, je dois quand même saluer le travail qui a été fait par la compagnie des Rêves Germains. Ce catalogue qui était fait est une mine d'or pour moi et permet justement
de venir révéler énormément de richesses et de jeux qui, dans d'autres domaines, parce que il faut savoir que vous avez la chance d'être dans un domaine d'activité où ce catalogue existe. Il y a des tas d'autres domaines dans lesquels ces catalogues n'existent pas. Il y a énormément de jeux qui restent dans des tiroirs ou qui ont une portée, une diffusion extrêmement faible, alors qu'ils sont très intéressants. Et donc, là, on a justement la possibilité de les voir réunis et éventuellement de pouvoir s'en servir plus facilement. Alors, parfois, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, même s'il y a des beaux catalogues. Et donc, vous avez la possibilité de modifier, plutôt que de faire un jeu de toutes pièces, de modifier des jeux existants. J'en reviendrai tout à l'heure. Et enfin, si vous avez rien trouvé, vous pouvez vous lancer dans une création de toutes pièces. Alors, je vais plutôt aborder le deuxième point, ce qui relève de la modification. A priori, si vous trouvez ce qu'il vous faut, il n'y a plus grand-chose à faire, il n'y a plus qu'à l'animer. Mais si vous devez modifier un jeu existant, vous avez en gros deux façons de vous y prendre, on va dire. Si vous trouvez un jeu dans le thème est celui que vous voulez traiter, mais pour une raison ou une autre, il n'est pas tout à fait adapté, ou la façon dont le thème est traité n'est pas la bonne, ou bien vous avez un public qui est différent. Vous trouvez un jeu dans le thème qui vous intéresse, mais qui a été fait pour des adultes, et vous voulez faire une animation auprès d'enfants, ou l'inverse, du coup la tonalité, la complexité du contenu n'est pas adaptée, mais parfois il suffira d'aménager ce contenu ou d'aménager éventuellement certaines mécaniques, soit d'en rajouter pour traduire une complexité plus importante parce que votre public il est d'un niveau supérieur, pour faire simple, soit à l'inverse, enlever des parties du jeu pour l'adapter à un public plus enfantin qui aura plus de mal avec une grande complexité. Alors, il faut faire attention, l'exercice peut être périlleux. Quand vous enlevez les briques d'un jeu, et vous pouvez déstabiliser l'ensemble de la structure. C'est très difficile de parler comme ça dans le vide. J'espère que vous arrivez à vous faire une idée de ce que je vous raconte. Je n'ai pas prévu d'exemple. Je vais essayer si jamais vous avez des questions ou des exemples, justement, vous pouvez éventuellement les commenter. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est possible d'adapter des jeux existants. L'autre façon de faire qui est peut-être plus facile, mais pareil, où il y a des éventuels dangers, mais voilà, qu'on peut débousquer, c'est le fait de prendre un jeu comme un jeu du commerce et venir apposer par-dessus votre contenu. Et en faisant pareil que les mécaniques de jeu du jeu que vous avez choisi sont adaptées pour mieux révéler et traduire le contenu dont il est question. Si ça ne marche pas, toujours, vous avez la possibilité de recommencer à zéro. Je vous donne quelques exemples du coup, de la deuxième ligne, qui est de partir d'un format de jeu existant en adaptant son contenu. Alors, vous connaissez peut-être Codenames, qui est un jeu 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un jeu fantastique, je vous conseille. Si vous n'avez toujours pas essayé Codenames, allez-y. C'est un jeu extrêmement simple d'association d'idées. Vous avez des mots, vous avez toute une liste de mots, une grille de mots, et vous devez faire deviner à vos coéquipiers une partie de ces mots-là en trouvant des associations avec des mots tiers que vous allez leur donner. Sachant que parmi l'ensemble des mots qu'il faut deviner, il y a d'autres mots qu'il ne faut surtout pas deviner, donc, et ça ne crée que des confusions, c'est très très drôle. En fin 2020, il m'a été demandé de travailler auprès du parc régional des Vosges du Nord. C'est des chercheurs avec qui j'ai travaillé qui s'intéressaient à la façon dont les délégués de ce parc, donc des délégués qui sont notamment des élus des communes traversées par le parc, mais qui ont des cultures très différentes. Vous avez aussi bien des écolos convaincus, des chasseurs, que sais-je encore, enfin des personnes qui ont des cultures personnelles très différentes et qui, dans les prises de décision qu'ils étaient amenés à prendre, ils avaient parfois du mal à s'entendre, du mal à se comprendre, du mal à prendre des décisions pérennes. Et l'hypothèse qui a été faite par les chercheurs, c'est que derrière tout ça, il y avait un problème subtil de culture commune. Pour travailler cette histoire de culture commune, on a adapté Codenames. Alors,
environnement culturel, si on veut, on leur a fait passer des questionnaires et on accueille tout un ensemble de mots qui étaient des mots qui étaient récurrents, mais qui parfois pouvaient être utilisés avec des sens et avec des connotations différentes. Si je prends par exemple ici, je ne sais pas si vous le voyez, si vous voyez ma flèche, le mot impact par exemple, peut-être que pour un écologiste convaincu, ça va faire plutôt référence à un impact écologique, alors que pour un chasseur, ça va faire plutôt référence à un impact de balle et ça va avoir un impact, ça va renvoyer quelque chose de positif parce que ça va renvoyer à la chasse, à l'impact du sanglier ou que sais-je encore. Alors là, je prends un exemple qui n'est pas forcément le bon parce que là, on voit bien que c'est deux contextes d'utilisation qui sont complètement différents, donc il se peut qu'il n'y ait pas de confusion. Mais sur certains mots, et je ne les ai pas ici, il y avait vraiment des tonalités, des consonances qui étaient un coup négatif, un coup positif, un coup neutre, et qui amenaient de façon très subtile à des incompréhensions entre ces personnes-là. L'idée, c'était de travailler justement sur le sens qui était donné au mot. Et voilà, je n'ai pas encore des résultats parce qu'il n'a pas été beaucoup utilisé, mais en tout cas, c'est une façon très simple de travailler sur ne serait-ce qu'un environnement langagier. Ça peut être auprès de, quand vous voulez introduire un sujet, faire un jeu de ce type où tout simplement vous choisissez des mots du contenu dont il est question et vous amenez votre public à faire des liens entre ces mots et à voir à quoi ça renvoie pour eux. C'est une très bonne façon de construire après du sens et de venir apporter du contenu autour des mots qui ont été choisis par le public et des mots que vous leur avez proposés aussi. Deuxième exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, Timeline, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est ces jeux qui vous permettent qui vous demandent de ranger chronologiquement, alors en l'occurrence des événements, mais ça peut être d'autres choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ici, je vous montre Archifreeze qui est dans le catalogue de la ville en jeu. Alors, je crois qu'il y en a plusieurs, si je ne dis pas de bêtises, il y en a au moins 2 de jeux dans le catalogue qui utilisent cette mécanique qui est très facile à mettre en œuvre. À partir du moment où vous avez, comme je vous disais, des unités de sens qui peuvent être ordonnées de façon chronologique, vous pouvez tout à fait utiliser cette mécanique pour mettre en forme votre contenu. Alors celui-ci, je ne sais pas, il est aussi dans le catalogue. Donc, le jeu s'appelle Désastre et il fait partie d'un coffret de 4 jeux qui s'appelle Last, comme l'atelier sans tabou. Quand j'ai vu, je me souviens très bien, à la Maison de l'Architecture à Marseille, ce jeu-là, j'ai dit mais c'est Pandémie ça. Et effectivement, les auteurs me le confirmaient. Donc, Pandémie, c'est un jeu à succès d'e-commerce. Et pour le coup, je trouve que là, c'est un jeu ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu relativement plus complexe, où il y a plusieurs mécaniques qui se mêlent. Et je trouve que ça fonctionne assez bien pour le coup, la traduction, il fallait le trouver. Dans Pandémie, il est question, alors je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si je peux agrandir. Oula, j'ai fait une bêtise. Attendez. Bon, je vais pas chercher à agrandir, mais ici, j'espère que vous le voyez, vous avez des petits points, ça correspond à les grandes villes du monde. Donc vous avez les grandes villes sud-américaines, vous avez en Asie, et les noirs, c'est en Europe et en Asie proche. Et vous avez des maladies qui se répandent, et si vous n'arrivez pas à éteindre les petits feux, ces maladies se répandent d'une ville à une autre, et par les petites lignes que vous ne voyez pas, vous les voyez peut-être un peu mieux ici, ces maladies vont se répandre, et vous avez des effets en cascade, et je n'ai pas à vous raconter ce que ça fait après. Et ici, la thématique, c'est une thématique de problématiques structurelles dans la maison. Alors, je ne vais pas jouer, mais il me semble que c'est ça. L'idée, c'est que à partir du moment où vous avez un problème quelque part, un problème d'humidité, un problème de structure, un problème dans le toit, un problème dans les combles ou que sais-je encore, ben, si vous ne vous en occupez pas, ça aura petit à petit des répercussions sur d'autres aspects de votre structure et de votre maison. Et donc, il y a des liens qui sont faits entre ces différents catégories de problèmes. Et du coup, si vous ne traitez pas assez vite, si vous ne réparez pas assez vite votre maison, vous allez avoir des problèmes qui se déploient dans tous les sens et qui posent problème. Alors, je n'ai pas joué pour savoir si l'adaptation de la mécanique, elle fonctionne parfaitement, mais en tout cas, l'intuition de départ m'a semblé être très intéressante. Et je reviens sur ma présentation. Alors, je suis désolé, je vais essayer de remettre sur le grand écran. Ça, c'est une méthodologie que j'utilise. Alors, d'abord, une petite remarque préliminaire.
c'est une méthodologie qui est affichée sur mon site et qui a plutôt, disons, elle prévaut pour les prestations que moi je peux faire auprès de partenaires ou clients, ce qui fait qu'il y a certaines parties qui sont moins pertinentes en ce qui vous concerne vous, si vous allez vous-même vous faire un jeu. Par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais dans ce que vous aviez vous, les 2 premières étapes, elles étaient fusionnées. Ce que j'appelle immersion, brainstorming et création d'idées et des concepts, notamment ce que j'appelle l'immersion, c'est tout ce qui va relever de moi en tant qu'expert de la conception, mais non expert des contenus qui me seront donnés à travailler. Je vais devoir comprendre un petit peu de quoi il s'agit quand même pour pouvoir discuter de ce contenu avec mes partenaires. En tout cas, au tout début, il y a toute une phase où on va un peu explorer, on va échanger, on va créer des idées, on va tenter des choses. Voilà, ça sera une phase très créative dans laquelle on va sentir, parfois ça va s'arrêter là, on va tourner en rond, on ne va pas trouver. On va avoir une intuition de départ et puis on va se dire ça ne fonctionne pas, on va partir ailleurs. Voilà. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Quand moi je travaille auprès de partenaires ou de clients, l'aboutissement de cette étape, c'est l'écriture d'un cahier des charges. Alors, même si vous pouvez vous dire, mais moi, ça ne me concerne pas, l'écriture d'un cahier des charges, si je veux faire moi-même, tout de même, je vous souhaite et je vous conseille d'essayer de formaliser tout ce premier travail, de garder trace de ce que vous avez fait. Le cahier des charges, c'est ce qui va vous guider après sur la suite. Et quand bien même vous faites par vous-même, vous allez quand même travailler avec d'autres gens, échanger avec des personnes, faire appel à un moment ou à un autre à un professionnel, que ce soit un graphiste, que ce soit un fabricant. Et le fait d'avoir noté noir sur blanc ce que vous vouliez faire, enfin, ce à quoi vous vouliez aboutir et où vous en êtes, et qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous donnez comme objectif, c'est en général toujours utile pour vous rappeler vous-même ce que vous vouliez faire et pour communiquer avec d'autres. Une fois que je vous ai dit ça, et vous vous doutez peut-être, ce cahier des charges il sera probablement remis en question, retravaillé, mis à jour. Il y a des choses que vous n'aurez pas forcément tenu en compte, qu'il va falloir venir étayer, préciser. Mais ce premier travail de formalisation, il est toujours important. Et il faudra y revenir de temps en temps pour poser où on en est, ce qu'on veut, où on va. Je parle après de conception de mécanique ludique. Et on pourrait rajouter tout ce qui relève de fabriquer ces unités de sens et les traduire en éléments de jeu. Vous avez votre point de départ, très souvent c'est un contenu que vous maîtrisez plus ou moins bien, mais après vous le maîtrisez. Une fois que vous avez eu les premières intuitions de quelle forme de jeu vous allez faire, on a décidé qu'on allait faire un jeu de type timeline, ok, encore faut-il décider quelles vont être ces unités de sens, choisir quel est le contenu qui va être pris en charge par le jeu, autrement dit, quel est le périmètre de ce contenu. Vous avez souvent des contenus qui sont trop vastes pour pouvoir tous les rentrer dans votre jeu, donc il va falloir faire des choix. Commence à concrétiser les choses, c'est là que justement c'est des choix qui peuvent être difficiles parce que vous allez tenter de vouloir rajouter des éléments, rajouter des paramètres, et si vous travaillez avec quelqu'un comme moi, mon travail ça sera de vous dire est-ce que c'est vraiment essentiel de mettre ça. On risque de faire une usine à gaz et de quelque chose de trop compliqué, même s'il est plus riche et plus complet et plus exhaustif, peut-être que personne n'y jouera, ou beaucoup moins de personnes n'y joueront, parce qu'il y a trop dedans, donc il faudra faire des choix éventuellement à ce moment-là. Choix qui vont pouvoir être, pareil, remis en question par la suite. J'en parle pas ici, mais dans l'atelier suivant, j'en parle beaucoup de comment je saucissonne mon contenu aussi, et comment je vais, à un bout de la chaîne, créer des modes de jeu qui vont être très simples, avec très peu de contenu, et justement qui vont être très accessibles, et comment je vais rajouter des règles, des scénarios, je vais pouvoir enrichir mon jeu par des modules qui vont me permettre aussi d'illustrer du contenu supplémentaire.
Une fois que vous avez suffisamment travaillé ces questions-là, vous allez aboutir un peu naturellement à un prototype. L'intérêt du prototype, c'est que vous avez quelque chose de concret, de tangible que vous pouvez tester. Tant que vous n'avez pas testé votre jeu, vous ne pouvez pas du tout vous rendre compte de ce qu'il vaut, pour être simple et cru. Vous pouvez être convaincu que votre jeu il est génial, mais vous avez tellement la tête dedans que tant qu'il n'a pas rencontré son public et qu'il n'y s'y est pas confronté, il est très difficile de savoir ce qu'il vaut et s'il a des problèmes éventuels. Donc le test est essentiel. Plus vous faites des tests, plus vous avez la possibilité de faire des tests simulés. Et là, voilà, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. Cette méthodologie, elle a l'air très, très jolie et très linéaire. Et vous pouvez vous imaginer que moi, je vais pas à pas, je me balade dans ces 12 points. Et une fois que je suis arrivé au deuxième, un beau jeu tout frais et tout bien émerge. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ces étapes sont mouvantes. Vous avez vous travaillez avec une matière qui est organique, avec plein d'imprévus, plein de découvertes, des choses que vous ne maîtrisez pas, et vous avez envie et besoin vous avez plusieurs pions quelque part que vous devez avancer en même temps, et vous ne pouvez pas le faire. Vous devez décider à quel moment j'avance un pion, j'avance sur par exemple, typiquement la partie graphique, à quel moment j'embauche éventuellement un graphiste, ou à quel moment moi je fais un travail graphique conséquent pour rendre le jeu joli, plus accessible, plus ergonomique. À quel moment je teste mon jeu. Idéalement, je voudrais tester tout le temps, parce que chaque fois que je modifie mon jeu, ça mériterait un test. Mais un test, c'est du temps, c'est des personnes qu'il faut solliciter, qu'on ne peut pas solliciter tout le temps. Et quand vous faites un test, votre jeu, il est en cours de construction, donc vous avez besoin de le tester pour savoir où ça en est. Et en même temps, comme ce que vous testez, c'est quelque chose qui n'est pas abouti, ce qui en ressort de ce test, c'est à prendre avec des pincettes. Donc c'est très compliqué. Idéalement, vous voudrez tester un jeu fini, mais il ne l'est jamais, et vous avez besoin de le tester avant pour pouvoir avancer. Donc voilà, tout ça est très mouvant, organique. C'est à vous de sentir quand vous avez fait des avancées conséquentes dans votre projet et qu'il est temps de tester ou retester votre jeu. Et puis, pareil, si vous sollicitez tout le temps les mêmes personnes, des personnes qui jouent pour la première fois votre jeu, même s'il a... c'est pas la même les personnes qui jouent pour la première fois que des gens que vous avez déjà sollicités, même si, entre-temps, votre prototype a changé. Je reviens sur la question de ce que j'appelle les travaux graphiques qui ne figurent pas explicitement ici. Vous pouvez, dès le départ, avoir un travail graphique conséquent et très chiadé parce que c'est votre patte, parce que vous aimez faire ça, ou parce que vous avez des copains qui savent faire ça, vous pouvez le laisser pour la fin. Moi-même, j'avais autrefois tendance à très vite engager des travaux graphiques, et aujourd'hui, je le fais plutôt à la fin. Pour plusieurs raisons, mais en tout cas, je suis conscient que le fait de le faire à la fin fait que tant qu'on n'a pas testé le jeu avec son aspect visuel final, je ne peux pas être sûr que le jeu remplit à tous ses objectifs et qu'il fonctionne. Et inversement, je peux avoir l'impression que mon jeu ne fonctionne pas trop, et une fois qu'il est habillé joliment par quelqu'un dans ce métier, il va tout de suite gagner en appétence auprès des joueurs. Enfin, voilà. Donc, tous ces éléments-là sont difficiles à évaluer, à mesurer. Ne perdez pas espoir, et surtout, je vous dis ça parce qu'il ne faut pas s'attacher trop à une méthodologie comme ça. Elle a l'intérêt de vous donner à peu près un ordre logique dans les étapes, mais c'est aussi à déconstruire et à adapter et aménager à votre projet et à votre besoin. Une autre chose très importante, c'est qu'une fois que vous avez testé, vous avez probablement, sauf si vous êtes très très fort, des modifications à faire. Vous allez mettre à jour vos prototypes, vous allez probablement en tester. Vous êtes ici dans une phase où vous allez probablement faire plusieurs itérations. Vous allez tester, ajuster, améliorer et retester. La quantité de tests dont vous aurez besoin au total va dépendre de la complexité de votre jeu, de votre capacité à disposer de testeurs qui ont très envie de tester votre jeu, et votre niveau d'exigence.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeu, comme toute œuvre probablement, est perfectible et le sera toujours. Euh, Parfois, il est intéressant de se dire, je l'ai suffisamment testé, mon jeu remplit ses objectifs à 90, à 80, 99%. Il n'est pas parfait et il ne le sera peut-être jamais, mais en tout cas, j'en suis suffisamment fier et ça remplit suffisamment ses objectifs pour que je puisse passer à la suite, à savoir faire une version finale, éventuellement engager des travaux graphiques si ce n'est pas fait ou à les finaliser et faire une édition qui peut être une petite édition. Ça peut être une édition faite maison, ça peut être une édition faite avec l'imprimeur du coin qui n'est pas spécialisé dans le jeu, mais qui vous fera quelque chose de tout à fait correct et qui vous permettra notamment à ce moment-là, une fois que vous avez 4, que vous avez 10, que vous avez 50 exemplaires, de faire une diffusion beaucoup plus large que ce que vous avez pu faire jusque-là. Et si vous vous débrouillez pour pouvoir collecter de l'information sur les parties de jeu qui seront faites avec cette première édition, vous aurez énormément de matière pour une éventuelle deuxième édition. À titre d'exemple, je travaille en ce moment avec une chercheuse de Toulouse qui a travaillé avec une doctorante pendant plusieurs années sur un jeu. Ils ont fait un truc super chouette sans engager de travaux graphiques. Voilà. Aujourd'hui, le jeu, il fonctionne, mais il y a des tas de pistes d'amélioration qui sont sorties notamment suite à ces tests. Et aujourd'hui, elle m'engage pour venir développer ce jeu dans le sens de tout ce qui a été collecté comme matière d'amélioration. En fait, je vois qu'il est déjà très tard. On a fini à 5 minutes, Aurélie, corrige-moi si Oui, alors on va être déconnecté automatiquement dans 10 minutes. Ok. Tu as une question en fait Ouais, on va arrêter. Je suis désolé, j'ai perdu ma... La première, c'est pourrait-on avoir une checklist de base des items d'un cahier des charges pour un jeu? Et la seconde, c'est la question des droits quand on réutilise un jeu qui existe déjà. Alors, la deuxième question, elle est plus facile que la première, même si elle est complexe aussi. Concernant la checklist, je peux essayer de vous envoyer un document que j'avais fait, qui est très exhaustif. Donc, tout n'est pas forcément à prendre et tout ne s'appliquera pas, mais je peux vous essayer de vous envoyer un petit document que moi j'utilise voilà, pour avoir un petit peu un tour d'horizon de tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors, c'est un document qui me sert à moi quand j'interviens auprès de personnes qui me sollicitent. Donc, vous verrez ce qui vous sert ou pas, mais ça peut vous donner déjà un tour d'horizon de toutes les questions que vous devez vous poser pour bien engager votre travail de conception. Concernant les droits, très rapidement, vous avez le droit d'utiliser Timeline. C'est-à-dire une mécanique de jeu n'est pas, à ce jour en tout cas, elle n'est pas protégée ni protégeable. Ça le sera peut-être demain, ça m'étonnerait, mais c'est un peu comme si vous vouliez protéger des couleurs ou des notes musicales. Ce sont des briques de base que tout le monde peut utiliser et on peut s'inspirer du travail des autres. Voilà. Dans la musique, c'est très codifié. Vous avez le droit d'utiliser ces notes musicales, mais à partir du moment où vous avez une succession de notes qui sont strictement les mêmes que d'autres qui ont déjà été faits par le passé, on peut venir vous taper sur les doigts. Donc, vous avez, voilà. Pour la musique, c'est très codifié. Vous avez le droit d'utiliser jusqu'à tant de notes successives. Alors, je ne connais pas très bien précisément comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est très codifié. Pour le jeu de société, c'est beaucoup moins vrai. Ce que vous n'avez certainement pas le droit de faire, c'est d'écrire Timeline avec la même police. Donc, Timeline est très probablement une marque déposée, enfin, c'est certain. Je vais vous donner pour un des rares cas que je connaisse de litige dans ce domaine. Il y a un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Double, qui est du même éditeur que Timeline, qui est Asmodée. Il y a une grande chaîne de distribution de jouets, je ne sais pas laquelle c'est, qui a fait une copie conforme de Double avec un autre nom et qui a commencé à la distribuer dans ce magasin. Asmodée a porté plainte et les personnes qui menaient l'enquête n'avaient pas d'outils juridiques pour embêter les personnes qui avaient fait cette copie.
la seule façon qu'ils ont eu de les attraper, c'est que une des personnes qui mène l'enquête s'est pointée dans un des magasins en question, on faisait la promotion de ce nouveau jeu, et l'animateur qui faisait la promotion du jeu, pendant qu'il expliquait les règles, il disait « Vous voyez, c'est comme Double ». Et donc, on a bien pu prouver qu'il y avait une filiation stricte par rapport à un autre jeu. Donc, si vous utilisez, par exemple, Timeline, parce que c'est quelque chose de très récurrent, faites attention de ne pas utiliser la dénomination Timeline et dans l'écriture des règles, faites pas du copier-coller des règles, essayez de réécrire les règles, de les réinterpréter, voilà, de vous approprier vraiment la mécanique. Par ailleurs, je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt, il y a une question de risque aussi, ce n'est pas dans l'intérêt d'Asmodée de venir embêter des personnes qui, avec des velléités pédagogiques comme c'est les vôtres, se servent de ces mécaniques. Donc, a priori, il n'y a pas de grand risque. Voilà, faites juste gaffe à ne pas utiliser explicitement des éléments qui existent déjà. Que ce soit des éléments de règles, parce que ça c'est du texte, c'est très concret, et du coup ça peut être éventuellement déposé au droit d'auteur en tant qu'un texte, au même titre qu'un livre, et on peut venir vous épingler là-dessus, et sinon en principe il n'y a pas de grand risque. J'espère avoir été clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux remettre le 5 fil? minutes. 5 minutes, il nous reste? Ouais, à 11h, ça fera coupe. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, est-ce que je peux mettre le fil de discussion? En tout cas, on vous fait parvenir les documents qu'on a évoqués par mail. Voilà, aussi bien sur la séance de débriefing, les questions du cahier des charges, et j'avais noté autre chose encore. Avant que vous partiez, j'essaie de faire ça très vite. Et pendant qu'on finit, et si vous êtes d'accord, alors attendez, je veux bien qu'on refasse, connaître, puisque c'est très dur et que je n'ai pas de feedback sur comment ça s'est passé. Et je ne sais pas si celles qui étaient vos attentes. Vous avez, pour ceux qui le veulent aussi, mon adresse mail. Si vous voulez m'écrire, vous avez mon site éventuellement si vous voulez aller vous balader. N'hésitez pas à m'écrire. J'essaierai de vous transmettre les documents dont on a parlé assez rapidement. Si je ne le fais pas, n'hésitez pas à venir toquer à ma porte. Et si vous voulez des compléments d'information, je reste à votre disposition également. Voilà. Et si éventuellement vous avez des projets concrets dont vous voulez qu'on discute, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire merci.